Mesdames et messieurs, chers abonnés de ma page Facebook et les multiples curieux qui viennent pour cette occasion, je vous souhaite la bienvenue en vous présentant une fois de plus quelques excuses par rapport à un petit retard. Je ne suis pas d'humeur très agréable au regard des événements qui se déroulent au Cameroun, mais je vais commencer ce live d'abord à adresser mes chaleureuses salutations à un confrère qui actuellement souffre terriblement et à qui je demande d'avoir beaucoup de courage et à qui je demande aussi à ce que confrères et autres qui l'ont connu puissent avoir des prières et des pensées pour lui. Je parle particulièrement de Soulé Onoyolo, grand journaliste, grand reporter du quotidien Le Messager, grand combattant de la liberté, qui n'a jamais cessé de ferrailler, de défendre la liberté de la presse et qui, souvent, a connu toutes sortes de déboires. C'est un travail pour lequel il ne s'attendait pas à avoir une fortune, mais pour lui, c'était un sacerdoce parce que, vêtu souvent de sa tenue de Black Loroc ou de Rodi, il a toujours été sur des plateaux pour défendre ce qui est juste, ce qui, pour lui, représente l'une des valeurs de la démocratie, à savoir la liberté d'expression. Il a toujours été d'une certaine neutralité, d'une certaine efficacité, mais aujourd'hui, il est beaucoup terrassé par une maladie qu'il a clouée au lit dans un hôpital de la place depuis plus d'un mois. Entre-temps, M. Soulé Onoyolo, devenu persona non grata parce qu'il avait pris la défense des pauvres et parce qu'il avait voulu dire un certain nombre de vérités sortant de la ligne éditoriale de certains médias tels que Vision 4, n'a plus jamais été invité sur ces plateaux-là depuis de longs mois. Soulé Onoyolo, malgré tout, a toujours gardé tête haute, a toujours eu à garder la même lucidité. Aujourd'hui, il est sérieusement malade. J'invite les confrères, j'invite tous ceux qui le connaissent de le soutenir et d'appeler ce numéro que je vais vous donner pour que vous puissiez peut-être lui apporter votre soutien à travers M. Jean-Paul Tchomdou qui répond au numéro de téléphone le 00 237 69 94 14 069. Je reprends le numéro du téléphone pour avoir un lien avec la personne qui aujourd'hui est presque au chevet de Soulé Onoyolo, qu'il faut-il le dire, est marié, doit s'occuper d'une grande famille malgré des moyens très limités, vient de perdre sa maman et aujourd'hui ne peut pas exercer la profession. Et quand on connaît la délicatesse financière de certains médias tels que Le Messager qui, bien évidemment, ne coule pas dans l'or, ne roule pas dans le diamant, on comprend les difficultés que M. Soulé Onoyolo peut aujourd'hui avoir, ne serait-ce que pour entrer en possession de son traitement. Donc, je vous répète donc le numéro de téléphone de Jean-Paul Tchomdou qui répond au 00 237 69 94 14 069. Je remercie également beaucoup nos confrères du site Le 4e Pouvoir qui a toujours été au chevet non seulement des journalistes en difficulté, mais aussi d'autres personnes
et j'encourage cela à pouvoir continuer dans cette solidarité. Mes pensées vont également à un grand combattant que j'ai souvent appelé Spartacus, qui actuellement est détenu presque en otage chez lui, à savoir M. Zongan, un grand homme politique qui est encerclé chez lui à Douala depuis pratiquement 2 heures de temps par les forces de sécurité envoyées par Paul Biya pour certainement mettre la main sur lui. Selon les dernières informations qui me sont parvenues, dans son domicile actuellement aussi à Douala se trouverait le professeur Maurice Kamto. Donc nous ne connaissons pas la suite des événements. La suite des événements, ce qui va en découler lorsqu'on sait que ce régime aujourd'hui, ce régime liberticide, le régime de Paul Biya, a déjà dépassé toutes les limites et peut se permettre n'importe quoi pour pouvoir entrer à une heure indue, aller les arrêter, aller les tabasser et pourquoi pas tirer sur eux. Puisqu'on a bel et bien vu, pendant les manifestations qui se sont déroulées le 26, c'est-à-dire samedi, alors que les populations n'avaient aucune arme, alors que les populations n'étaient pas violentes, mais les images qu'on voit défiler nous donnent encore beaucoup plus de douleur. Comment le Cameroun peut-il nager dans une telle barbarie? Comment les forces de sécurité peuvent-elles aller à une telle extrême sauvagerie? Lorsque je vois comment est-ce que les forces de sécurité du Cameroun emploient avec une légèreté incroyable des armes à feu contre les populations civiles qu'elles sont pourtant supposées protéger. C'est grave. Lorsqu'on voit le nombre de blessés, surtout lorsqu'on voit la malhonnêteté que le ministre de la Communication, René Sadi, avec l'autre Loufia Scélérat qui squatte au ministère de l'administration territoriale, le grand bandit à Tangandji, qui disent qu'il n'y a eu aucun coup de feu, aucun tir à balles réelles, jure-t-il avec une certitude, mentent effrontément, alors que les images sont là. Une image, par exemple, de ce jeune homme, Gaëtan Gakam, marchant devant un policier totalement désarmé, ne régimant même pas, n'ayant rien commis, qui tout de suite, par derrière, reçoit un coup de feu derrière la jambe. Il est actuellement à l'hôpital général de Douala, incapable de se lever, avec une cuisse bousillée. Et dans la vidéo, on voit carrément un homme en tenue, un policier, qui lui dit, vous avez dit que vous allez marcher, marchez. Et après avoir tiré à bout portant, il demande au jeune homme de se lever et de continuer à marcher. C'est une extrême méchanceté. Beaucoup disent, qu'est-ce qu'ils sont partis faire pour marcher? Est-ce qu'ils avaient le droit de marcher? La question que je vais vous poser, la constitution camerounaise ne garantit-elle pas des marches? Lorsque vous dites, est-ce qu'ils avaient le droit de marcher? Alors, est-ce que le policier avait le droit de tirer? Est-ce que l'usage des armes n'est pas réglementé selon la loi camerounaise? Allez tout simplement voir le chapitre 2 de l'utilisation des armes sur des manifestations. Lorsque vous y arrivez et que vous lisez l'article 3,
vous vous rendez compte que la loi est claire dans son alinéa que lorsqu'il y a des marches ou des manifestations publiques, les forces de sécurité n'ont pas droit à l'usage des armes. C'est la loi qui le dit, l'alinéa 1. Et même l'alinéa 2 le certifie encore, qu'ils n'ont même pas droit de pouvoir tirer, ne serait-ce qu'à blanc ou en l'air. C'est la loi camerounaise qui le dit. Et lorsque vous allez encore sur l'utilisation des armes, on dit bien maintenant, dans l'article 4, l'alinéa 1er, on vous dit, ce n'est pas la police qui décide d'elle-même, ou les forces de sécurité, de tirer. Mais il faut une autorisation administrative. Et cette autorisation administrative n'intervient qu'à 3 conditions. La première condition, que les forces de sécurité soient d'abord dans une totale insécurité, prises à partie par des civils armés. Et dans la deuxième hypothèse, il faudrait que ces civils soient les premiers à utiliser les armes à feu. Et même après avoir utilisé ces armes à feu, le policier n'a pas le droit de se défendre dans la mesure où il a des instruments que la loi lui autorise de défendre, de se défendre, d'utiliser pour sa défense, à savoir les gaz lacrymogènes ou les bombes. Mais on dit maintenant dans la loi que si c'est de façon généralisée que les populations civiles, dont des agresseurs, s'en prennent aux forces de sécurité, dans ce cas, ces derniers ont le droit de faire une sommation avec les haut-parleurs. C'est-à-dire, ils doivent donner des sommations aux forces, aux manifestants ou aux agresseurs. Donc, il y a au préalable, on ne dit pas une sommation, on dit plusieurs sommations. Or, à Douala, ce qu'on voit, il n'y a eu aucune sommation concernant ce garçon, ce jeune homme qui marchait calmement, ni d'autres manifestants qui sont actuellement hospitalisés. Boum, c'est parti, comme du gibier, comme du bétail. Dans un pays démocratique, on utilise des armes à feu comme ça. Et d'autres disent, c'était des balles en caoutchouc. D'autres disent, c'était du cinéma. Mais quelle est cette mise en scène donc qui fait qu'il y ait des blessés? Et d'autres viennent même s'asseoir sur des plateaux télé. Comme j'ai vu quelques fanfarons qui sont toujours en train de vouloir démontrer que c'est du montage. C'est dans la même télévision qu'on nous avait fait comprendre que les bébés qu'on avait tués étant sur les dos de leur maman, que c'était un montage qui avait été fait à Paris. Après, c'est la même chaîne de télévision qui nous a fait croire que cette scène hallucinante se passait plutôt au Mali. Quelque temps après, face aux démonstrations des ONG, on a découvert, et le régime camerounais, toute honte bu, la queue entre les jambes, a reconnu que c'était bien les militaires camerounais qui ont eu à tirer sur des populations. Aujourd'hui, on est en train de nier que les forces de sécurité n'ont pas utilisé sur des populations. Que M. Célestin Djamel est parti se coucher seul. Et il faut voir quelle raillerie ces Suisses Titi sont en train de singer un père de famille responsable qui se bat pour eux, pour limiter qu'il est parti se coucher parce qu'il voulait faire le faux blessé. Pourtant, il est à l'hôpital. Pourtant, les médecins le certifient. Pourtant, la presse indépendante, actuellement au Cameroun, avec les ONG, sont partis voir leur état de santé et ont certifié qu'il y a bien des blessures. Et les forces de sécurité disent, tantôt, oui, il y a eu 6 blessés, mais il n'y a pas eu de tirs, c'est ce que vous dites. Mais d'où sortent donc les blessés?
Ces blessés-là, ils utilisaient des couteaux pour s'en se déchirer. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Parce que vous dites qu'il n'y a pas eu de tirs à balles réelles. Qui a donc blessé ces hommes, ces figures de la démocratie, de l'opposition, qui n'ont fait qu'exercer un droit fondamental? Ils n'ont pas le droit de défiler. Ils n'ont pas le droit de marcher. Mais c'est dans quel pays ça? Il faut demander les autorisations à qui? Puisqu'on sait très bien que les autorisations ne sont jamais données aux manifestations. Et même quand on donne ces autorisations-là, on ne parvient pas à encadrer les manifestants. Je vais vous poser des questions. Vous qui dites qu'il fallait, avant de marcher, il faut toujours demander des autorisations. Sinon, on tire sur vous. Mais si tel était le cas, Martin Luther King, quand il organisait sa grande marche, qui avait réuni 250 000 personnes, il n'avait demandé aucun droit à personne, aucune autorisation à personne. Mais on aurait tué tous les Noirs aux États-Unis en 1963. Mais lui, il a été décoré. Il a été décoré du prix Nobel de la paix. Donc, on trouve aujourd'hui que le problème, c'est ceux qui ont marché. Et non les forces de sécurité qui ont tiré. Soyons sérieux. Regardez ce qui se passe en France. Depuis très très longtemps, on voit les gilets jaunes. Mais combien de fois la police française a eu à tirer à balles réelles sur des manifestants? Je vais vous prendre le cas de novembre. Le cas de novembre 2005 en France, là où il y a eu des émeutes. Les gens se sont levés et n'ont demandé d'autorisation à personne pendant 21 jours. Et ils ont saccagé les immeubles et bâtiments administratifs. Ils ont incendié 9000 voitures. Ils ont incendié 92 collèges, 112 lycées. Sans pour autant oublier les médiathèques, les commerces. Il y avait 10 000 policiers mobilisés. Il n'y a eu aucun tir à balles réelles pendant 21 jours. Mais au Cameroun, dès que les gens se lèvent, boum, tir à balles réelles. Comment est-ce que des policiers, des gendarmes, des militaires peuvent être si méchants, si cruels, si inhumains? Savez-vous que la tenue que vous portiez, vous étiez des civils et qu'après cette tenue, vous redeviendrez des civils? Qu'ont-ils fait? Juste parce qu'ils manifestent une colère, juste parce qu'ils revendiquent leurs droits. Vous dites qu'on doit tirer sur eux, qu'ils n'ont pas le droit de marcher. Mais le Cameroun ressemble donc finalement à quoi? Mais le Cameroun aujourd'hui ressemble à ce qu'on appelait Athènes. À l'époque, Athènes se faisait appeler la cité de la liberté. Mais en 316 avant Jésus-Christ, alors qu'on se vantait à Athènes, tous les citoyens étaient là, on avait constaté que personne ne contestait jamais. Personne ne manifestait. Et quand on a fait un recensement, je dis bien 316 avant Jésus-Christ, on découvre que il n'y a que 20 000 citoyens à Athènes et les 400 000 autres étaient des esclaves. C'est-à-dire, c'était la liberté oppressive. Un peuple qui ne peut pas se lever pour marcher, c'est un peuple d'esclaves. Un peuple qui ne peut pas revendiquer ses droits, c'est un peuple d'esclaves. Un peuple qui ne peut pas dire non, c'est un peuple d'esclaves. Et quand une dynamique d'âme se lève pour pouvoir marcher, une maman
avocate digne de ce nom. Les forces de sécurité ont le culot de bousiller ses belles jambes, de les trouer. Et tout le monde s'en moque. Et on dit oui, elle est partie se coucher à l'hôpital en train de jouer au téléphone. Elle avait besoin de ça. Alors qu'il y a toutes les preuves qu'elle a été atteinte par 3 balles. On voit bien d'énormes blessures. Elle se retrouve à l'hôpital. Les médecins le certifient. Mais les gens viennent s'asseoir. En commençant par une autre femme au cœur de pierre. Calixte Beyala. Vous vous rendez compte? Je rends hommage à cette brave dame, Maître Michel Ndoki. Tu es l'incarnation de ce qu'on appelle la vraie femme complète. La femme brave. La femme courage. D'aucuns t'ont déjà surnommé Jeanne d'Arc. Parce que capable de monter sur un cheval et d'affronter les terroristes armés. Parce que aujourd'hui, d'autres ont pu voir avec quelle bravoure tu as déshabillé les faussaires du Conseil constitutionnel, les voleurs, les brigands, les voyous qui ont volé l'élection présidentielle. Tu les as déshabillés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es devenu l'ennemi à abattre. Mais tu es entré dans l'histoire. Parce que pour la première fois, contrairement à Calixte Beyala, toi, tu t'es mise pour défendre les droits civiques. Ceci a été fait par une autre grande négresse aux États-Unis, qu'on appelait la Moïse du peuple Footman, qui avait eu à sauver 300 esclaves. Tu es entré dans l'histoire comme cette grande dame qui en France aussi avait milité pour les droits des femmes à partir de 26 ans. Elle était institutrice. Puis à 40 ans, elle se faisait humilier. On l'appelait Darwin. Oui, cette femme était la première en 1849 à braver l'interdiction de la Deuxième République qui disait qu'aucune femme ne peut avoir le droit même de se présenter à une élection. C'est elle qui a organisé des marches. C'est elle qui a appelé à la grève du pain. C'est elle qui a posé sa candidature. C'était le 13 mai 1849 en France. Et tout le peuple l'a suivi. Oui, tu es comme Darwin. Tu es entré dans l'histoire parce que tu as été courageuse. Tu as été brave. On t'a tantôt jeté dans des fosses. On t'a insulté dans tous les réseaux sociaux. Et on vient de tirer sur toi, sur tes jambes. Que de calomnies. Que de coups bas. On a voulu absolument te détruire. Mais tu es debout. Et même étant couché sur ton lit d'hôpital, tu gardes cette dignité, cette hauteur, cette prestance, cette élégance. Parce que tu ne larmoies pas. Tu montres que tu es une héroïne. Et tu dois être le miroir grossissant de toutes les femmes qui veulent le changement. Parce que ce changement viendra par ces femmes, comme je parlais de Jeanne d'Arc. Oui, je te rends hommage. Je te salue.
Et je te dis encore, en avant. N'écoute pas celle que tu viens de mettre dans l'ombre de la préhistoire. Parce qu'habitué à quelques lumières qui aujourd'hui se sont éteintes, telle une étoile filante, elle a eu à se réfugier au Cameroun, Calixte Bayala, et qui aujourd'hui est arrivé au terme de sa période d'utilité, voire de nullité, et qui veut se rattraper, se racheter. Elle, qui a connu ce pays de liberté, et qui vient dire qu'on ne peut pas se déplacer avec un pied qui a reçu des balles, qui est devenu spécialiste en balistique, elle romancière, qui croit que la balistique se résume à un roman plagié, photocopié, avitaminé. Non. Oui, j'aimais bien ce doigté, cette écriture, cette stylistique. Et je croyais qu'il y avait une âme derrière cette dame. Elle devait jouer en tant qu'intellectuelle, en tant qu'écrivaine, ce rôle d'une brave dame qui est entrée dans l'histoire et qui s'appelait Antigone. Antigone était la fille d'Édipe, roi de terre. Mais Antigone avait refusé de défendre son père roi. Il avait refusé de défendre l'État. Antigone avait dit non à l'injustice. Antigone avait dit non à la loi du plus fort. Non à la loi de l'État. Oui à la loi de la morale. C'est comme ça qu'Antigone s'était comportée. C'est comme ça que les intellectuels se comportent. Pas comme Marie-Roger Villois. En France, on a vu tous les intellectuels qui écrivaient. Même Victor Hugo, il a préféré dire « Je préfère l'exil que cette soumission, que d'aller du côté des puissants pour défendre un petit bout de pain. » Oui, les intellectuels, c'est comme les Jean-Jacques Rousseau qui ont refusé la tyrannie. Oui, les intellectuels, les vrais écrivains, c'est comme les Zola qui a dit non à la dictature, oui à la démocratie et qui a écrit « J'accuse ». Aujourd'hui, j'accuse Marie-Roger Villois. Pas Marie-Roger Villois, parce que Marie-Roger Villois, moi, c'est une grande dame. Calixte Bayala. J'accuse ses prises de position. J'accuse sa démagogie. J'accuse ces positions qui sont uniquement faites pour l'égoïsme et l'égocentrisme. Et parce qu'elles visent quelques petits slapoteurs, parce qu'elles visent quelques petits postes. Qu'aujourd'hui, elle est devenue, je ne sais, ou avocate du régime, ou écrivaine du régime, ou écrivassière du régime. Qu'a-t-elle fait? Que fait-elle aujourd'hui? Elle qu'on attendait avec des livres et qui aujourd'hui fait du griotisme sur un bandit, sur un papy, sur un homme vieilli amoindri, sur une tyrannie. Qu'est-ce qu'elle dira pour ses enfants? C'est ça ces valeurs qu'elle défendait? C'est ça un intellectuel? C'est ça les valeurs de l'écriture? C'est ça défendre la tribu? Oui. Parce que ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle veut défendre l'État du Cameroun. C'est qu'elle veut défendre une tribu. Parce que les sudistes, et c'est de la même façon que, tout comme elle, il y a un groupuscule d'individus qui disent qu'ils sont actuellement de la brigade des patriotes. Quels patriotes? Je vois des motions de soutien qui arrivent de la région du Sud, dont est originaire Paul Biya.
pour dire bravo, vas-y, nous dénonçons ce qu'il y a eu, le vandalisme et tout et tout. Oui. Et à quoi ça ramène? Est-ce une république? Lorsqu'une partie d'un pays défend les intérêts d'un individu, leur pain, ce que vous avez créé, la brigade des patriotes, ce n'est pas une brigade. C'est ce qui a été créé en 1866 dans l'histoire. On appelait ça le Ku Klux Klan. Justement, le Ku Klux Klan a été créé par les suprématistes sudistes qui disaient que les Noirs ne peuvent jamais arriver au pouvoir. Et aujourd'hui, les mêmes gens, c'est la même tactique qui est utilisée au Cameroun. Les Bamileke ne peuvent pas arriver au pouvoir, les Nordistes ne peuvent pas arriver au pouvoir, tel ne peut pas arriver au pouvoir, c'est les sudistes qui doivent arriver et doivent confisquer le pouvoir. C'est ça le Ku Klux Klan. Il a été créé en 1866 en 179 sections. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à dire que ils doivent traquer toutes les autres brigades des Noirs qui défendaient leurs droits, qui voulaient la liberté. Et c'est cela qui a aussi été copié en Afrique du Sud, chez Nelson Mandela, à l'époque de Peter Botha. Les suprématistes qui disent que c'est eux qui doivent défendre la République. C'est eux qui doivent défendre les institutions. C'est eux qui doivent défendre leur tribu, qui elle seule est habilitée à commander les autres. Parce qu'ils ont reçu une onction divine. Ils ont reçu un pouvoir venant de Dieu. Et que les autres devraient être là comme des esclaves. C'est ça que je dénonce. Moi, mon père était bêtis à 100%. Moi, ma mère était issue de la province de l'Est. Moi, mon père adoptif est de la province de l'Ouest. Moi, mes meilleurs amis et frères sont du littoral et de l'Ouest. Moi, mon avocat est anglophone. Moi, je représente la multiculturalité. Et c'est ça le Cameroun, dans la diversité. Ne m'appelez plus pour me dire que défendons le pouvoir bêtis parce que les Bamileke veulent arracher le pouvoir. Je vais vous dire une chose. Est-ce les Bamileke qui empêchent le chez moi d'avoir une route? Est-ce que j'ai l'eau chez moi? Est-ce que j'ai l'électricité chez moi? Les gens qui dansent là au sud, quand on regarde proportionnellement à la population, la pauvreté est plus accentuée chez les Bétis et particulièrement au sud plus que chez les Bamileke. Oui, vous croyez défendre le pain des Bétis? Ne vous en faites pas. Vous êtes des rigolos. Vous êtes des wagonnets. Ils sont des locomotives. Ce qui signifie que les bons monsieur mangent et vous croyez que c'est vous qui digérez? La même famine que toi, Betty, tu as. Le même manque d'électricité, toi, Betty, que tu as. Le même manque d'eau que toi, Betty, tu as. Les mêmes injustices aux concours administratifs que tu subis. Sache-le que le Bamileke subit la même chose. Ce n'est donc pas une affaire de brigade des patriotes. Et on aligne quelques conglomérats bêtis avec des bras freluquins qui viennent avec des ventes de matins,
tremblotant avec de la bière qui viennent se placer là devant l'ambassade des États-Unis avec un caterpillar à Washington DC pour dire qu'on vous attend alors. Il faut d'ailleurs les voir, ils sont 4. Comme des délurés, des lunatiques. Ils sont perdus. Et on vient les chasse, on vient les foutre au camp. Vous défendez quoi? Les autres mangent. Vous croyez que Sadi est bêtis? Quand Sadi défend Paul Biya là, il n'est pas bêtis, hein? Atanga, vous croyez qu'il s'appelle Atanga? Atanga, c'est un anglophone. Comme vous êtes, je ne sais pas ce qu'il y a à la place du... Vous croyez qu'Atanga veut dire Atanga? Mais c'est un anglophone. Il défend le Macabo avec Paul Biya. Ils volent ensemble. C'est de la même façon que la brigade anti-Sardinat se bat. La brigade anti-Sardinat se bat pour tout le Cameroun. La brigade anti-Sardinat ne se bat pas pour les Bamileke. La brigade anti-Sardinat ne se bat même pas pour Kamto. Je vais vous dire, moi je connais par exemple le général Wangto quand il était à l'université de Yaoundé. Mais il ne connaissait pas Kamto. C'est depuis qu'il le fait. Il a commencé au Cameroun. Mais Kemta, tout le monde le voyait défiler devant l'hôtel intercontinental pour dire à Paul Biya de partir du pouvoir. À cette époque, Kamto n'était même pas opposant. Même Kamto lui-même ne se bat pas pour Kamto. Kamto se bat pour toi. Pour l'avenir du Cameroun. Pour la prospérité. Tout comme je ne me bats pas pour Kamto. Je me bats pour le changement. Parce que si ça allait bien, chaque Camerounais allait au moins avoir sa carte vitale, sa sécurité pour la santé. Chaque Camerounais allait partir à l'école gratuitement. Chaque Camerounais allait avoir au moins un emploi. Et s'il ne l'a pas, bénéficier de quelques indemnités comme dans tous les autres pays. Chaque Camerounais allait être défendu valablement et être respecté. Chaque Camerounais allait avoir un salaire digne de ce nom. Et non ces miettes auxquelles on vous soumet à l'esclavage en vous les jetant par terre et en vous méprisant pendant que les autres gagnent 2000 milliards rien qu'en détournant l'argent de la canne. Nous nous battons contre ces injustices. Nous ne nous battons pas pour une tribu. Nous ne nous battons pas pour un homme. Nous nous battons pour un changement radical. Ce n'est pas une affaire des bêtis contre les Bamileke, une brigade Ku Klux Klan rebaptisée brigade des patriotes contre la brigade qui se bat pour qu'il y ait la démocratie au Cameroun, pour qu'il y ait le changement, comme il y en a eu dans tous les autres pays. Vous dites non? La brigade anti-Sardinat est partie saccager l'ambassade du Cameroun à Paris. Vous n'avez pas honte? Au début, vous avez dit, la brigade anti-Sardinat, c'est les sans-papiers. Ils ne peuvent rien. Ils font du bruit pour rien. Ils vont s'essouffler. Aujourd'hui, vous dites que les sans-papiers saccagent une ambassade. Eux tous ils sont en liberté, hein, c'est pas ce que Calix Beyala vous dit. Hein. Personne n'a été inquiété. Ils vaquent à leurs occupations. Vous dites qu'ils cherchent des papiers? Mais pourquoi est-ce qu'on ne les rapatrie pas? Présentez-moi un seul membre de la brigade anti-Sardinat qui a déjà été rapatrié. Ce qui vient de se passer dans les ambassades du Cameroun. Et quand je vois des gens sortir des larmes pour dire, oui, c'est 5 milliards qui sont partis en fumée. C'est les passeports qui sont partis en fumée. Mais, posez-vous déjà une première question. Comment une brigade composée de civils peut réussir à prendre en otage les ambassades clés du Cameroun, c'est-à-dire l'ambassade Le Poumon, qui est Paris,
l'ambassade de Berlin en Allemagne ou encore Londres. La première question qu'il faut se poser, est-ce que les ambassades du Cameroun n'ont même pas un vigile? Un État se divise en deux entités. Il y a l'intraterritorialité, il y a l'extraterritorialité. L'intraterritorialité, c'est là, au Cameroun. Et c'est d'abord ce qu'on appelle le palais présidentiel. L'extraterritorialité, ce qui représente le Cameroun à l'extérieur, c'est l'ambassade. Et l'ambassade de la France, du Cameroun en France, est le poumon de toutes les ambassades. Comment voulez-vous donc me faire croire que une telle ambassade a reçu les menaces de la brigade anti-sardinale qui a lancé des alertes? Si jamais vous tirez sur des manifestants, si jamais il y a une seule goutte de sang qui va se verser, nous allons prendre en otage les ambassades. Comment pouvez-vous imaginer que ces gars aient donné un jour une date précise, des conditions étaient réunies et qu'ils arrivent dans une ambassade, qu'ils entrent, qu'ils s'installent dans les bureaux, qu'ils y restent pendant 2 heures chrono. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un entre au palais présidentiel d'Etoudi, entre dans le bureau de Paul Biya, saccage le bureau, fait les discours, s'installe pendant 2 heures de temps. Je devrais quand même vous dire que le Cameroun paye les attachés militaires. Ils ont été affectés dans toutes les ambassades. Où étaient les attachés militaires du Cameroun à Paris? Où étaient les vigiles qui pourtant pointent chaque mois qu'ils doivent garder l'ambassade du Cameroun à Paris, à Berlin ou encore à Washington ou partout? Vous voyez donc que ils embauchent des personnels fictifs. Ils se mettent de l'argent dans les poches et la brigade anti-sardinale, avec une facilité déconcertante, entre par la porte. Je devrais quand même vous signaler que même dans une simple boutique d'un Biafrais, on ne peut pas entrer n'importe comment. Parce qu'il y a la porte métallique et il y a même les portes blindées. L'ambassade du Cameroun à Paris a été refaite pendant 2 ans. Et sur la facture, il est écrit qu'on a mis, et ces doubles rideaux, qu'on a mis des portes blindées, qu'on a mis des serrures en diamant. C'est pour ça que la facture s'est élevée durant 2 ans à plus de 5 milliards, voire 10 milliards. Après ça, allait à 12 milliards. Et peut-être même plus. Rien que pour la réflexion d'une ambassade. On se retrouve qu'il n'y a ni rien, ni vitre protégée, ni cadenas, ni rien du tout. Où est donc parti l'argent? Une ambassade, c'est-à-dire un territoire camerounais qui n'a pas de porte, qui n'est pas surveillé. Et ce n'est pas que c'est la seule ambassade. Pour qu'on fasse ces travaux-là, c'était une honte. Parce que l'ambassade du Cameroun à Paris, qui a été achetée dans un quartier chic, a été abandonnée à elle-même. Les WC étaient bouchés. Les cafards étaient en train d'inonder les voisins. Les souris étaient plus grosses que les lièvres.
et traversait partout. Ce sont les voisins qui se sont plaints aux côtés des services de la mairie pour dire « Nous ne pouvons plus supporter une telle poubelle ». C'est pour ça que le 14 août 2004, on somme au Cameroun de libérer les locaux qui pourtant avaient été achetés par Amadou Ahidjo. Que foutez le camp si vous ne pouvez pas aménager votre ambassade. Alors, vous plairez cette ambassade qui a été achetée par Ahidjo. Aujourd'hui, vous parlez de Paul Biya. Ahidjo avait tout fait pour que le Cameroun ait une certaine image. L'ambassade du Cameroun à Paris était gardée par 2 sociétés de vigiles. Je devrais d'abord vous rappeler, pour la petite histoire, parce que vous ne savez pas comment est née l'ambassade et comment sont nées les ambassades du Cameroun. Puisque Biya n'a jamais acheté une ambassade. Toutes les ambassades ont été achetées par Amadou Ahidjo. Quand le Cameroun obtient son indépendance, le 1er octobre 1960, le 19 janvier 1960, Amadou Ahidjo crée le ministère des Affaires étrangères. À peine le ministère des Affaires étrangères créé le 19 janvier 1960, le Cameroun entre directement à l'ONU le 20 janvier 1960. Et c'est là où Amadou Ahidjo nomme non seulement un ministre des Affaires étrangères, qui était à l'époque Charles Okala, et nomme un tout premier ambassadeur qui s'appelait Jacques Nkuri, qui va entretenir très bien l'ambassade, qui malheureusement n'était pas encore là à porte d'Auteuil. L'ambassade du Cameroun était à Rue des Feuilles. L'ambassade du Cameroun partageait des petits bureaux avec le Congo et le Bénin. Ahidjo qui voulait donner une autre image, une autre dimension diplomatique au Cameroun, décide que lui, il ne peut pas loger là. Il envoie donc non seulement le ministre des Affaires étrangères en mission à Paris, mais il joint à lui un jeune diplomate qui s'appelle Ngouat de Joseph, qui d'ailleurs a été longtemps le conseiller de Paul Biya. Ngouat de Joseph, à cette époque, est le tout premier noir à être directeur de l'ENAM, parce que l'ENAM, à l'époque, était dirigé par les Français. Ahidjo lui dit, la mission que vous avez, c'est d'aller convaincre la France de me trouver les locaux pour que j'ai aussi une ambassade, parce que la France a déjà une ambassade ici au Cameroun. Quand ils arrivent à Paris, eh bien les Français vont dire, au Quai d'Orsay, mais contentez-vous des locaux qu'on vous a donnés. Ahidjo va prendre le téléphone lorsque les Ngouat de Joseph vont rentrer pour dire, on n'a pas eu de suite. Ahidjo va dire à la France, dans ce cas, vous également, votre ambassade, je vais vous donner une chambre et vous libérer. Pris de panique, Paris qui ne voulait pas donner l'ambassade au Cameroun, des locaux dignes de ce nom, appelle donc une nouvelle réunion. Les Ngouat de Joseph reviennent à Paris. Nouvelle réunion. C'est au cours de cette réunion que Ngouat de Joseph va dire, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que Paris vous accordez une ambassade digne de ce nom au Gabon et pas au Cameroun, alors que nous avons des accords. Parce que l'ambassade du Gabon était la seule ambassade africaine qui était bien logée, Afrique francophone. En dehors aussi de l'ambassade de la Côte d'Ivoire. C'est donc ainsi que, grâce à Ahidjo, alors qu'on voulait envoyer le Cameroun, maintenant, au 18e arrondissement, là on mange les ailes de poulet et d'autres choses là-bas, Ahidjo a refusé.
Il dit, je veux le quartier le plus chic. Et il dit, je vais acheter les murs. Et c'est là où les Français disent, mais tiens, mais si tu veux acheter les murs, nous on te trouve donc l'espace au 16e arrondissement. Et c'est pour ça que l'ambassade du Cameroun se retrouve dans le quartier le plus chic de la France. Où Biya a été incapable de pouvoir l'entretenir. Même chose au niveau de l'Angleterre. Mais en Angleterre, c'est dans la cité la plus luxueuse que Haït devait partir acheter l'ambassade. Mais après avoir acheté ça, mais peut-être vous avez vu ça sur les images, comment est-ce que les Camerounais de Londres sont partis lancer des œufs sur cette ambassade. Dans un quartier chic à Londres. Toutes les maisons ont été bien entretenues, les peintures ont été refaites. L'ambassade du Cameroun, depuis que Paul Biya est arrivé au pouvoir de Londres, on n'a jamais mis une couche de peinture. Tout pue. C'est le lieu le plus sale. Et quand les 4 individus du Ku Klux Klan se sont présentés, qui disaient qu'ils sont de la brigade ou machin et tout, et d'autres aussi, on les a chassés, tout comme aussi à Washington DC, comme je disais. À Londres. C'est horrible quand vous regardez l'ambassade du Cameroun. Juste une couche de peinture. Aïe, je vous dis, il a acquis toutes les ambassades. C'était 70. La même année. J'ai dit bien 70. Aujourd'hui, le Cameroun a 64 représentations diplomatiques, c'est-à-dire ça a diminué. Et sur les 64 représentations diplomatiques, ça sert à quoi? Vous arrivez là-bas, les ambassades du Cameroun sont les dépotoirs de la saleté, de la corruption, de l'irrespect, de l'amateurisme, du vagabondage. Rien de professionnel. Je vois des gens qui sont en train de pleurer. Oh, vraiment, les gens là, ils sont partis faire du vandalisme. Ils ont déchiré les passeports. Ils ont détruit les passeports. Nous attendons les passeports depuis. Vous n'avez pas honte? Un passeport au Cameroun se délivre en combien de temps? Mais demandez le passeport en Côte d'Ivoire, demandez le passeport au Sénégal, demandez le passeport au Rwanda, demandez le passeport en Mozambique, au Kenya et tout et tout. Mais c'est en quelques jours que vous l'obtenez. Mais vous arrivez à l'ambassade du Cameroun. On vous fait marcher, vous payez des frais et tout. Et après on vous dit que le passeport est parti au Cameroun, qui pourra revenir dans 6 mois, voire 1 an. Et le passeport du Cameroun est l'un des passeports les plus chers du monde. Le passeport le plus cher du monde, c'est celui du Tchad, qui a 228 €. Mais celui du Cameroun, vous connaissez combien ça coûte? La loi dit que le passeport camerounais coûte 78 000 francs. C'est pas. C'est pas officiel. C'est-à-dire que vers les 121 €. Sauf que quand vous arrivez à l'ambassade de Paris, on va vous dire, donnez 130 €, vous donnez 130 € et après, on vous met un cachet. Ce cachet-là, on dit que c'est le timbre. Comment on peut dire qu'un cachet est un timbre? Et après, c'est marqué 115 €. Même chose pour les visas. Mais le pire, c'est que le Cameroun est le seul pays où le passeport varie selon le pays. C'est-à-dire, par exemple, qu'à Paris, vous payez 121, 130 € pour le passeport. Quand vous arrivez au niveau de l'Espagne, ça monte à 145 €. Quand vous arrivez maintenant en Belgique, ça va à 160 €. Quand vous arrivez en Suisse, ça va à 164 €. Quand vous arrivez en Italie, ça va à 180 €. Tout ça, c'est les pays européens. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça?
c'est que, même en Afrique, c'est encore la catastrophe. Mais, le passeport camerounais, en Guinée équatoriale, c'est 160 €. Vous arrivez à côté, au Gabon, 192 €. Vous arrivez en Guinée équatoriale, vous avez presque 196 €. Vous arrivez au Sénégal, 205 € le passeport. 205 €. Je vous rappelle quelques prix. Le passeport du Mali, c'est 76 €. Le passeport du Burkina, 76 €. Le passeport de la Côte d'Ivoire, 60,90 €. En quoi le Cameroun dépasse ces pays? Le passeport du Cameroun est le plus beau. Mais même le passeport des États-Unis, c'est 135 $. Le passeport de l'Angleterre, c'est 100 €. Le passeport de la France, c'est 89 €. Comment le passeport du Cameroun peut coûter 205 € et à Paris, 130 €? C'est du vol. Et vous dites l'ambassade, on pleure notre ambassade. Mais c'est une usine de vol. C'est une usine de vol. C'est des usines de vol, de détournement, de deniers publics, d'escroqueries à outrance, des malfaiteurs. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ambassade du Cameroun? Ils font quoi? Ils arrivent à 11 h, après ils attendent de se faire corrompre, ils vont boire, ils vont faire ceci et tout et tout et tout. Et regardez comment est l'ambassade du Cameroun. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'ambassade pour obtenir les visas, les cartes consulaires? Mais non, ça ne se fait plus. Au Rwanda, vous voulez le visa ou le passeport? Ça se fait en ligne. Même chose en Tanzanie, en Ouganda, partout. Au Kenya, au Ghana. En ligne, vous ne vous déplacez pas. Pour Paris, il faut quitter. Vous habitez Lyon, vous habitez Bordeaux, vous habitez telle ville, vous habitez Lyon, vous louez les hôtels, vous payez les trains, vous venez attendre, et tout ça pour rien. Et après cela, on vous dit que le passeport est parti au Cameroun, et il y a maintenant double identité. Et dès qu'on te dit double identité, maintenant il faut payer pour qu'on te fasse un autre passeport. Business et business. Même les photos. On vous dit que non, on ne veut pas vos photos là. On va signer un petit accord là avec un Chinois quelque part à côté. C'est lui qui doit vous filmer et c'est lui qui va encore vous donner quelque chose. Qui va verser quelque chose à l'ambassade du Cameroun. C'est des officines. De la magouille. Ce ne sont pas des ambassades. Vous voulez aller au Cameroun? Vous êtes Camerounais. Et peut-être vous avez pris une nationalité française. On vous dit, bon, maintenant il vous faut montrer là où vous irez habiter, la réservation d'hôtel. Vous êtes d'origine camerounaise. Hein? Mais dans les autres pays, comment est-ce que vous obtenez le visa? Vous voulez entrer au Rwanda. Si vous y allez pour 90 jours, il n'y a même pas besoin de visa. Quand vous veniez du Cameroun, quand vous veniez de n'importe quel pays, vous entrez. Parce qu'on sait que ça rapporte au tourisme, à l'écotourisme. Et ça permet au pays de tourner. Parce que le tourisme rapporte beaucoup. Ça fait vendre le pays. Et quand vous faites plus de 3 mois pour le Rwanda ou pour les autres pays comme ça, mais c'est à la descente d'avion qu'on vous donne votre passeport, votre visa. Et le visa, c'est 30 $. En tout et pour tout. Si vous faites plus de 3 mois, 30 $, basta. Un pays comme le Bénin, un petit pays comme le Bénin, 31 pays entre Africains sont autorisés à aller là-bas sans visa. Comment un Camerounais veut rentrer chez lui, doit aller solliciter les visas? Tous ces pays-là, aujourd'hui, on ne va pas
s'aligner devant un comptoir, comme on s'aligne devant l'ambassade du Cameroun. Non. Vous partez en ligne et derrière là-bas, on paye par SMS. C'est un SMS qu'on vous envoie. Votre dossier est prêt, c'est terminé. Ghana partout, c'est terminé. On vous envoie ça. Même les factures d'eau, d'électricité, c'est comme ça que ça se paye maintenant. Vous arrivez à l'ambassade du Cameroun, vous voyez des lots de paperasserie qui sont arrangés comme ça, personne ne sait vous dire bonjour. On ne sait pas où se trouve tel ou tel document. Moi, je connais des gens qui sont venus à l'ambassade du Cameroun, à Paris, qui ont déposé des demandes de mariage. Alors qu'ils sont mariés au Cameroun, ils sont mariés à Bruxelles, ils sont mariés en Suisse, ils sont mariés à tel ou tel endroit, et ils viennent se marier à Paris. Parce qu'ils n'ont pas le temps de vérifier. Et qu'est-ce qu'ils peuvent vérifier? Vous vous rendez compte? Allez sur le site de l'ambassade du Cameroun. La dernière publication date du 24 janvier 2016. Il n'y a pas un journal social, il n'y a pas de page Facebook, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et la dernière publication de 2016 disait tout simplement qu'il faut aller payer les frais pour les usagers. Point final. Un site d'une ambassade qui n'est même pas entretenu. Un site depuis 3 ans. Et vous dites que c'est une ambassade? 3 ans. Quand vous dites que nos documents seront bloqués et tout, je vous lance un défi. Qu'un seul Camerounais, vous êtes en direct, me donne le nom de l'ambassadeur du Cameroun à Paris. J'attends. Celui qui trouve, j'enlève ma veste, j'enlève mon pantalon. Vous voyez? Personne n'a donné le nom. Pourquoi? Parce que le Cameroun n'a même pas d'ambassadeur à Paris. Paris qui est le cœur de la diplomatie camerounaise. Oh là 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 là. L'ambassadeur du Cameroun à Paris, c'était M. Mbonda-Yolo. Il avait été nommé, je crois, en avril 2016. Parce qu'il venait remplacer Eugène Belambela, qui avait fait de 2006 à 2016. 10 ans. Et que la seule chose qu'il savait faire, c'était de venir avec ses vestes de Lucky Luke, croiser ça, et comme il se fait appeler Eugène Belambela, lui avec ses cheveux tout gris, se faisait le beau. C'est tout ce que ce monsieur a fait là-bas. Il ne savait rien du tout. Donc vous vous rendez compte que Mbonda-Yolo a été nommé directeur du cabinet civil à la présidence de la République au Cameroun. Comment est-ce qu'il peut être ambassadeur à Paris? Il va signer quoi? Quel document? Étant au Cameroun. Comment c'est imaginable? D'où il n'y a pas notre Camerounais? Le Cameroun n'a pas d'ambassadeur à Paris. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je peux vous dire que le Cameroun est resté de 88 jusqu'en 96 sans ambassadeur. À Paris. De 88 jusqu'à 96 sans ambassadeur. C'est-à-dire qu'après Jacques Bobo, qui était là, puis il est parti. L'ambassade est restée comme ça. Chez vide. Après, on est venu avec un papy là, qui lui, il a pris ça comme sa maison de retraite. Il est aussi resté avant qu'on ne l'appelle Mbelambela. C'est après Mbelambela, comme maintenant Mbelambela va au Minerex, au ministère des Relations Extérieures. Et là, on prend maintenant Mbonda-Yolo qui était au Gabon pour le ramener à Paris. Et on reprend Mbonda-Yolo, on part avec lui au Cameroun et l'ambassade reste vide. Résultat des courses. Le 22 janvier 2019, et il y a une correspondance insolite qui est écrite à l'ambassade du Cameroun. C'est-à-dire que
lorsque l'ambassade du Cameroun reçoit les menaces que là, la brigade anti-sardinard va agir si jamais on arrive à brutaliser les manifestants, si jamais au Cameroun, si jamais on tire sur la foule, eh bien, qu'est-ce que les gars ils font? Ils prennent une enquête. Le 22 janvier 2019, ils écrivent que l'ambassade du Cameroun à Paris vient auprès du ministre d'Europe et des Relations extérieures de la France lui adresser ses compliments. Voilà l'enquête de la phrase. Voilà l'enquête. Et puis bas, il met, il y a un groupe de la brigade anti-sardinard qui veulent prendre le personnel en otage. Déjà, c'est écrit en très mauvais français, un groupe, et mettre veulent. Ils ont fait, dans cette lettre-là, il y a une faute de grammaire, une petite lettre. La lettre n'est pas signée. Il n'y a même pas le nom. Et ils envoient ça. Les Français ont pris, ils ont mis dans les tiroirs. Puisqu'il n'y a ni le nom de l'ambassadeur, ni le nom du consul, ni le nom de personne. C'est un papier qui ne veut pas signer. Et ils disent que la police française devait intervenir. Encore que la police française n'a même pas le droit d'intervenir. Ce que la police française a eu à faire. Il faudrait que les Camerounais portent plutôt plainte contre cette police française, puisque les conventions de Genève de Vienne sont claires. Dans l'article 22, cela veut dire que l'État accréditaire ne doit pas accéder aux locaux de la représentation diplomatique. Alinéa 1, c'est clair. C'est-à-dire que les forces de sécurité de la France n'ont pas le droit de violer l'ambassade. C'est un territoire camerounais. C'est pour ça que si la police française poursuit un Camerounais à Paris, un Camerounais réussit à escalader l'ambassade, quel que soit ce qu'il a eu à faire, la police française n'a pas le droit d'accéder dans ces lieux-là qui ne doivent pas être violés. C'est la Convention de Vienne qui le dit. Comment la police française se retrouve là, à une heure indue, à plus de 20 heures, dans les locaux de l'ambassade? Qui lui a donné l'autorisation? Où était la lettre? Un jour non ouvrable. Avait-elle le droit? Non. Jusqu'à aller porter Eric Goff, qui est journaliste, qui est en train de couvrir l'événement. La Convention de Vienne dit que c'est la représentation diplomatique qui doit prendre des mesures pour sécuriser ces locaux. Et c'est pour ça que Ahidjo avait des sociétés de gardiennage qui gardaient l'ambassade. Ce n'est pas la police française qui doit garder l'ambassade du Cameroun à Paris, puisque l'ambassade du Cameroun à Paris est un territoire camerounais. La preuve, lorsque l'abbé Nyanoua a été tué à l'ambassade du Cameroun à Washington DC, avec la complicité de Martin Belling et Boutou, le corps a été retrouvé derrière la porte de l'ambassade. Mais la police des États-Unis américains n'avait pas, la CIA n'avait pas le droit de mettre Martin Belling et Boutou et le personnel de l'ambassade aux arrêts, puisqu'ils ne dépendent pas de la justice américaine. Et c'est comme ça qu'on a fait repartir, et Paul Biya a fait que Martin Belling et Boutou repartent rapidement au Cameroun. Pourquoi? Parce que pour que la police américaine ouvre une enquête, fasse des arrestations, il faut une lettre du ministre des Relations extérieures du Cameroun approuvée par le chef de l'État. C'est une longue procédure qui donne autorisation à une autre police d'aller violer un autre territoire. C'est comme à peu près, regardez, je vous prends un exemple, pour ceux qui sont par exemple ici en France. Lorsque la police française prend en poursuite un bandit, un trafiquant de drogue ou n'importe quoi, il file sur l'autoroute. Dès qu'il arrive à la frontière belge, dès qu'il traverse
la police française ne traverse plus. Alors que c'est l'Union européenne. Elle ne traverse plus parce que là-bas, c'est déjà la compétence de la police belge. Ils n'ont pas le droit de traverser. Qu'est-ce que la police française venait donc faire dans l'ambassade du Cameroun à Paris en pleine nuit? Tout ça, c'est des abus. Et tout ça pour vous montrer que Paul Biya est soutenu uniquement par la France. Paul Biya n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Paul Biya a été imposé par la France au Cameroun. L'Union européenne n'a même pas daigné lui adresser, ou même les États-Unis, même les félicitations. Ce n'est que la France qui est passée par une lettre clandestine. Pourquoi? Parce que au moment où les Camerounais revendiquaient l'indépendance, Paul Biya, lui, il était plutôt avec le docteur Paul Ojula qui refusait l'indépendance. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que on a saccagé les ambassades. Ce sont les gens du MRC. Il faut dissoudre le MRC. Il faut arrêter Maurice Kamto. C'est des terroristes. Maurice Kamto doit se désolidarisé de ces gens-là. Mais Maurice Kamto n'est pas chef d'État. Mais vous dites que c'est Paul Biya qui est président de la République. Qui est chef d'État? Mais c'est lui qui doit prendre la parole dans de telles circonstances. Mais si c'est donc qu'aujourd'hui les Camerounais écoutent Maurice Kamto et obéissent à Maurice Kamto plus qu'à Paul Biya, c'est la preuve tangible que c'est Maurice Kamto qui a donc été élu et que Paul Biya était un usurpateur. C'est clair, simple, comme l'eau de roche. On n'a même pas à discuter de midi à 14 h. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui n'a jamais été élu, que vous dites qu'il n'a pas été élu, de demander aux gens à Paris, n'allez pas faire ceci, n'allez pas faire cela. Maurice Kamto ne gère personne. Les Camerounais, face aux multiples déceptions, à l'oppression, à la manipulation, ont décidé de faire leur propre révolution. Vous dites qu'il faut dissoudre le MRC? Et ça va faire quoi? Ça ne va rien faire. Puisque je peux vous dire, ce n'est pas le MRC qui organise les marches. La brigade anti-sapinat, ce n'est pas un parti politique. Mais c'est comme si vous dites qu'il faut dissoudre un parti politique qui est les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, qui est le chef des Gilets jaunes? C'est un parti politique. Quand le peuple se lève, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas dissoudre. Et même si vous allez dissoudre, ça va faire quoi? Quand il y avait les villes mortes à Douala, c'était un parti politique qui organisait ça. Mbouamassa, qui faisait marcher les gens. Il avait quel parti politique? Et au-delà de ça, la dissolution, c'est sur quelle légalité vous allez vous baser pour la faire? Et quels seront les résultats? Rappelez-vous une seule chose. C'est quand la bataille a décidé de dissoudre l'ANC que Mandela a créé la branche armée Umkomboti, qui a commencé à poser des bombes. Et c'est comme ça que l'ANC est devenu de parti pacifique à une vraie armée révolutionnaire. N'oubliez pas ce qui s'est passé avec les anglophones. Les anglophones ont commencé à revendiquer leur indépendance avec le SNC. On a dit, on dissout le SNC en 1990. Où en sommes-nous aujourd'hui? On a mis les leaders en prison. Où en sommes-nous? À l'Ambazonie. N'oubliez pas que ce que vous appelez aujourd'hui le MRC a été créé en 2012. Les Camerounais en avaient déjà ras-le-bol. Il y avait déjà eu les émeutes de la faim en 2008. Ce n'était pas le MRC qui a provoqué les émeutes de la faim. Ce n'est pas le MRC qui a créé ce qui s'est passé, par exemple, en 90 ou en 92, lorsque le FIF revendiquait le multipartisme. Ce n'était pas le MRC. Vous pouvez dissoudre comme vous voulez, ça ne sert à rien. Les Français ont voulu faire ça. Lorsque, avec l'UPC, qui revendiquait juste l'indépendance,
juste la réunification. Les Français ont dit, ok, on passe à l'épreuve de force. Mais ils ont dissous l'UPC aux alentours, dans les années, lorsque les années de Blaise ont commencé en 1950, ils ont dissous en 1955, en septembre 58, ils ont tué Oumyobé. Ils étaient tout contents en disant que bon, on s'est débarrassé de lui. Après, ils sont allés jusqu'à tuer Félix Moumier, jusqu'à tuer Osenda Afana, puis Ernest Ouandié en 71. Mais, est-ce que l'État du Cameroun était capable d'arrêter le vent de la révolution? Non. Les Français ont été obligés d'accorder l'indépendance au Cameroun. Obligés, après avoir tué 300 000 à 400 000 Bamileke. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils vont faire la guerre contre les Bamileke, ils ont déjà fait la guerre. On a coupé leur tête. Et ils sont prêts à faire la guerre. Vous qui dites que vous voulez faire la guerre là, vous mettez 2 capuches. Vous avez faim. Vous venez de manger les ailes de poulet. Vous partez, vous vous baladez là, vous avez peur. Et vous dites que vous allez faire la guerre. Ce n'est pas contre des Bamileke. C'est contre le peuple camerounais. Ne tournez pas l'affaire. Donc, ça ne sert à rien de dire, on va dissoudre. Vous pouvez dissoudre, on ne dissout pas les idées. On ne dissout pas une révolution. On ne dissout pas des populations. On ne dissout pas un peuple en colère. Vous avez voulu faire ça avec le nord-ouest, le sud-ouest. Où en sommes-nous? Quand je vois des gens se lever pour pleurer les murs d'une ambassade qu'ils n'ont jamais eu à construire, ils ne pleurent même pas pour Amadou Ahidjo qui a acheté ces ambassades-là. Ils pleurent pour un passeport. Ils ne pleurent pas pour ces enfants du nord-ouest, du sud-ouest qui sont assassinés dans les brousses. Est-ce que vous savez qu'entre le 24 janvier et le 26 janvier 2019, 200 maisons ont été incendiées à l'extrême nord. Seulement pour cet intervalle-là, à Kolofata. Et avant cela, une semaine avant, c'était 99 maisons. Sans oublier les ambulances, tout est brûlé et tout on tue les gens. Avec Boko Haram. Est-ce que j'ai vu les Camerounais qui font semblant aujourd'hui de pleurer les passeports? Pleurer pour ces populations de l'extrême nord. Est-ce que Paul lui a adressé ne serait-ce que les condoléances à ces populations? Combien de jeunes enfants sont dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, qui ne vont pas à l'école, qu'on a incendié les maisons? Des parents, on a tué leur père. Les mères ont accouché en brousse, utilisent les feuilles comme des papiers toilettes, dorment sous les cacaoyères. Combien vous avez pleuré? Vous pleurez l'ambassade qu'Ahidjo a acheté. Vous pleurez le passeport, un papier. On peut le faire un papier, on peut le faire une vie. Les anglophones ont eu à revendiquer pacifiquement. Les mêmes gens, ces faucons, ces tueurs, ces sanguinaires, vous qui demandez la guerre, vous avez envoyé Paul Biya faire la guerre. Où est le résultat? En 2016, les étudiants étaient calmement dans leur campus. Vous avez envoyé votre police les maltraiter de la même façon. Les tabasser, violer les filles. On a arrêté les avocats. On a pris Bibixi, un jeune animateur, qui, juste parce qu'il était dans un cercueil, on est venu avec lui en prison. Combien de gens on a tués? Combien de gens on a égorgés? Un rapport du 19 octobre 2017 de International Crisis était déjà en train de dire que l'État camerounais était barbare pour les manifestations entre le 28 septembre et le 2 octobre 2017, où International Crisis avait eu à répertorier 40 morts et plus de 100 blessés. Tir à balles réelles de l'armée camerounaise.
Toutes les ONG ont certifié. Qu'est-ce que ces anglophones avaient fait? Ils sortaient de l'église. On est parti les gazer dans les églises. On est parti violer d'autres dans des maisons. On a tué les enfants. Un dimanche, ils avaient des Bibles. Et vous dites, on ne tire pas à balles réelles au Cameroun. On tue les bébés, on ne tire pas à balles réelles. On tue les étudiants. L'autre était même venu dire une fois là, Augustin Okomeye Kwanchu, qui lui-même est déjà une part humaine. Dieu merci. C'est le karma. Le voilà, il a déjà un gros morceau de fer au dos. Lui qui disait qu'il y a eu 0 mort. Le voilà, 0 mort au lit. Vous tuez les enfants d'autrui. Sous prétexte que force à la loi, force à ceci, les gens ne doivent pas manifester. Certains doivent être des dieux, d'autres des esclaves à vie. Pour un vieillard atteint de folie, de schizophrénie, d'épilepsie intellectuelle. Ces tyrans de Paul Biya, pire que Ceausescu, pire qu'Hitler, encore qu'ils sont du même signe du zodiaque. Vous vous indignez. Pour l'ambassade, c'est des vandales. C'est ceci. C'est de la même façon que vous avez traité les anglophones. Ah, les vandales. Oh, on va les maîtriser. Oh, on va les... Il suffit que le bir aille. Mais regardez comment tout le Cameroun est. Paul Biya a trouvé un pays en paix. Le nord-ouest en guerre, le sud-ouest en guerre, la Damawa maintenant en guerre. Là-bas, on enlève maintenant des gens. La Damawa, c'est foutu. Laissez là-bas, c'est grave. L'extrême nord, c'est la totale. Mais Paul Biya reste donc président où? Président de Yaoundé, président du Sud, président du Ku Klux Klan, président des patriotes du Ku Klux Klan. Et vous voulez que moi je me taise? Que je sois complice de ça? Moi je prends des mingonos. Jamais je ne l'accepterai. Même Pie IX, qui était le pape qui a écrit Civilibus, il avait dit non. Non au massacre. Non au génocide. Non au vol de l'argent de la canne. Non à tous les détournements. Non à l'admission de morts à l'ENAM. Non aux injustices. Non au tir à balles réelles. Non à la manipulation. Non au vol des élections. Moi, Betty, je suis Betty. Betty veut dire être noble. Ne pas plier les chines. Ne pas être corrompu jusqu'à la moelle épinière. Je suis debout. Et je suis content de l'être. Je ne suis pas courbé. Je ne suis pas dans vos sectes. Je ne suis pas dans vos vols, dans vos détournements. Et je n'y serai jamais. Vous avez tué mon beau pays. Vous avez tué notre beau pays. Vous avez tué le poumon de l'Afrique. Vous l'avez vendu à Satan. Et vous voulez qu'on se calme? Qu'on dise que la brigade anti-Sardina, encore qu'ils ont été trop gentils, ces gars. D'autres à leur place auraient mis du feu dans ces ambassades-là. Est-ce qu'on n'a pas vu les sépultures de Mobutu, les statues de Mobutu tombées? On n'a pas vu comment est-ce qu'on a piétiné les palais, les images de Blaise Compaoré? C'est l'humiliation qui est en train de vous frapper aujourd'hui. Parce que la fin est tragique. Les empires naissent, grandissent, mais les empires finissent toujours par périr. Même le pharaon n'a pas tenu. Et vous croyez que c'est Paul Biya qui va tenir contre le vent de la révolution? Contre le vent du changement? Parce que vous allez arrêter quelques petits individus et dire ceci et tout et tout et tout? Non. Le
Le vent est parti. Et nul ne peut actuellement l'arrêter. Même pas Maurice Kamto. Et d'ailleurs, Maurice Kamto, autour de lui, j'attire d'ailleurs son attention par rapport à certains qui aujourd'hui se font les apôtres les plus doux, les plus grands avocats pour défendre la grande cause. Et qui, à grands bras,